Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de pousser les portes du café de la Troie, choisir une table, vous y installer confortablement près de ces agitateurs de la scène culturelle. C'est tout un programme qui sera cet après-midi plus coloré que d'habitude. Et pour cause, notre invité principal excelle dans les arts plastiques depuis plus de 40 ans et ça n'est pas fait pour nous déplaire. Il s'agit de Omar Meziani. Bienvenue à vous au Café de la Troie, mon cher ami. Bonjour, amis éditeurs, bonjour à toi. Merci de nous retrouver. L'équipe et du moins l'ambiance du studio, ça vous rappelle certainement des souvenirs, Omar Meziani. Oui, beaucoup de souvenirs. De bons souvenirs, j'espère. De bons souvenirs avec Nariman Sadouni. Que nous saluons bien sûr au passage. Alors Omar Meziani, vous êtes plasticien, poète, un parcours, j'allais pratiquement dire, pluridisciplinaire. Vous êtes organisateur d'expositions, analyste de l'art, enseignant en infographie. Vous êtes également chroniqueur et que dirais-je encore, coproducteur d'émissions radio ici à la chaîne 3, nous le disions à l'instant, commissaire de plusieurs expositions nationales et internationales. Vous avez participé à des résidences artistiques ici comme ailleurs. On va revenir un peu plus tard sur votre... c'est celle qui m'a le plus marqué, j'allais pratiquement dire. C'est entre croisade et mais également convergence hispano-maghrébine. Ouais, ça vous rappelle des souvenirs tout ça, Omar Meziani. Surtout Terre Promise, une installation que vous aviez réalisée au CCF, Centre culturel français. C'était CCF, Exactement ça. Et puis le Sénégal, ça vous rappelle également des souvenirs, Omar Meziani. En 91, vous avez entamé un itinéraire artistique intitulé Dérive sur les sites néolithiques à La Sekram, au Gare, Tassilita, Nadjer. Et tout ça a été, bien sûr, vous y avez consacré un film documentaire qui a pour nom Ouanda Tamouta. Ouanda Tamou, avec comme suivi de la réalisation Hamid Kachad, un grand voyageur, un grand amoureux des régions du Grand Sud. Un peu comme vous. On se ressemble, c'est pour ça que le travail s'est fait en parfaite symbiose. Vous savez, on a également retrouvé votre recueil de poésie qui nous remonte vers les années 80. Ça s'appelle L'Appel aux éditions La Fomique. Mais c'était une grande maison d'édition dans les années 80, il faut également le dire. Grâce à qui, moi je peux vous faire une confidence. J'ai lu Tahar Benjelloun à travers son livre La Nuit Sacrée. J'ai également découvert les univers de Abdelkrim Jahad, Jamal Amrani et tant d'autres. Exactement. Eh bien, écoutez, nous allons revenir sur tout ça avec vous, bien sûr, parce que vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Le Café de la Troie, c'est tout, bien sûr, les jeudis de 14 à 16h avec Jawid Azegad aujourd'hui à la réalisation et Karim Amiti au micro. Vous n'êtes pas venu seul, Omar Meziani, vous êtes venu avec un certain Melk Amichi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui au Café de la Troie, Melk Amichi. Vous êtes un artiste peintre, investi dans j'allais pratiquement dire la communauté civile. Vous travaillez énormément. Et puis vous êtes porteur d'un projet socioculturel sur lequel nous reviendrons un peu plus tard dans votre village en Kabylie. Vous êtes également traducteur du Diwan Sidi Boumediene vers l'espagnol. Également un grand programme sur lequel nous reviendrons bien sûr bien avant les 4 octobre de 16h. Et qu'est-ce que vous avez encore fait avec ce libertaire qui s'appelle Omar Meziani? Eh bien cet ouvrage-là sera certainement édité par les éditions Helium, parce qu'il faut quand même rappeler à nos auditeurs qu'Omar Meziani est aussi donc éditeur depuis quelques années déjà. Et puis troisième invité pour la rencontre de cet après-midi, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Naïma Nchailia. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes bien sûr la troisième invitée de Omar Meziani. Vous êtes une artiste en art vivant, conteuse, porteuse également d'un projet sur lequel nous reviendrons, à savoir la Maison du Conte. Bien avant le début, ou du moins d'ouvrir les micros à nos invités, vous me disiez « J'étais poète, mais je ne le suis plus. J'ai décidé de ne plus l'être. » Est-ce que c'est possible d'arrêter avec la poésie, d'en finir avec la poésie? Au contraire, c'est vrai que on ne peut pas arrêter. Ça, impossible. Mais moi, maintenant, c'est vrai que je n'écris plus de poésie, mais ma poésie est dans les contes. Dans mes contes, voilà. Elle est dans votre être, dans votre façon de voir, de parler, de zioter l'animateur. Allez savoir, on va se dire des choses. Je sais pas, je me dis que mes doigts sont poètes, mes yeux sont poètes aussi. Ma parole est poète aussi. Eh bien, nous allons donner la parole également à un autre poète, mais cette fois-ci du crayon. Il s'agit de Mahrassi Sabar. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez réellement bridé l'esprit du grand curieux que je suis à travers votre deuxième ouvrage. Vous avez commis ce deuxième ouvrage qui s'appelle Le Mensonge, édité chez Daliman, qui était présent également lors de la 26e édition du festival. Ouais, exactement ça. Vous n'avez pas été au FIBDA, au festival? Si, j'étais au FIBDA. C'était la sortie en fait du Mensonge. Vous
avez célébré votre deuxième crime. Exactement. Parce que crime, il en sera question dans votre ouvrage. Mahal Sissabal, en tout cas, je vous invite à lever la main droite et de dire, je le jure, c'est-à-dire que vous allez dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Que la vérité, parce que le mensonge, vous savez, on a provoqué un débat il y a de cela quelques semaines, ici même au Café de la Troie, qui tournait autour de l'intelligence artificielle et de la littérature. Et comme la bande dessinée est une autre forme de littérature, très sincèrement, où est le réel dans cette histoire? On a réellement du mal à croire, on se croirait dans un épisode de X-Files avec Mulder et Scully. Voilà, sinon Matrix. Exactement, en fait, Matrix également. La thématique avec Keanu Reeves. du mensonge, j'ai d'abord fait ma recherche sur les personnages et tout, comment écrire, etc. Parce que je suis aussi autodidacte dans le monde de la bande dessinée. Et quand je cherchais une problématique à aborder, il fallait trouver quelque chose. Voilà, le premier truc qui m'était venu en esprit, c'était bien la confusion entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Voilà. Et ce qu'on vit aussi. Le vrai et l'imaginaire. Exactement. Du coup, j'ai d'abord écrit une histoire qui est très réelle. Attention, on ne raconte pas tout, hein, parce qu'il y a bien des sûr, choses. je vais juste donner un petit goût, ça. avant-goût. C'est l'histoire d'un psychologue algérien qui là, vit en Algérie. Vous allez jouer le rôle d'animateur. Hein. Sinon, bon, Alors... pour résumer, c'est une BD polar avec 100%, c'est 100% algérien, réalisé au scalpel. Et 200% suspense. Très bien, Mahal Sissabal, vous êtes un jeune artiste plasticien diplômé de l'école supérieure des beaux-arts d'Alger, un master 2, option art plastique. En 2019, vous avez remporté le premier prix du concours du FIBDA, Festival international de la bande dessinée, avec votre premier album s'appelle Rigor. Vous avez également participé à plusieurs manifestations. En 2021, vous vous lancez dans le monde du cinéma. Vous avez réalisé le storyboard du film algérien La Dernière Reine, avec Adela Ben Demirat, que nous saluons au passage, et qui sera bien sûr ici même au Café La Troie dans quelques semaines. Présenté, ce film-là a été présenté récemment au Festival de Venise en 2022. Et dois-je également rappeler que Le Mensonge est votre deuxième album, je le disais, réalisé au scalpel. Voilà, Omar Meziani, j'ai comme l'impression que vous, à un moment donné, vous vous sentiez un peu dans l'étroit en tant qu'artiste plasticien. Vous vouliez élargir le champ, élargir le cercle et aller loin, à créer votre maison d'édition, à participer à des manifestations, à susciter certaines curiosités, en particulier chez les jeunes. C'est juste que je voulais faire quelque chose d'utile. En tant que mon métier, c'est artiste plasticien. Je le prends en tant qu'artiste, en tant que métier. Donc mon métier, c'est de faire mon travail esthétique et mes recherches, soit philosophiques ou... mais c'est toujours personnel. Et puis, à un certain moment, j'ai voulu montrer ce que font les autres. C'est pour ça que je suis allé vers l'autre. En dialogue avec l'autre. Vous êtes vraiment dans une réflexion soufie. Oui, je pense que c'est dans cette âme de soufi, sans qu'il y ait réellement une implication directe, mais je suis dans cet esprit. Cette coupure avec la modernité, le fait de partir loin, de lâcher prise, de larguer les amarres et d'aller justement dans les régions du Grand Sud qui, elles, vous habitent toujours et encore. Là, c'était dans ma démarche humaine et esthétique. Donc, à un certain moment, je me suis trouvé bloqué en tant que plasticien, esthétisant. Donc, je ne savais plus où aller. Je suis passé normalement... La quête de soi. C'est surtout ça. C'est une quête initiatique pratiquement. C'est la quête vers le bon Dieu, donc vers cette humanité qui nous préserve de toute catastrophe. Donc, et là, j'ai essayé de... Et pourtant, le monde aujourd'hui est secoué. Ah oui, malheureusement. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe en Palestine au quotidien. Malheureusement. C'est des meurtres au quotidien, en direct, j'allais pratiquement dire. Je pense que la haine, elle est facile à gérer plus que la bonté. À diluer, malheureusement. Ouais. Quel est votre rapport à la vie, à la ville aujourd'hui? Parce qu'Alger, c'est également, Omar Meziani, cette ville qui vous a vu naître, écrasée de soleil, comme le disait un certain Jean Sénac. Votre rapport à Alger est assez conflictuel. Vous l'aimez comme vous la détestez? Je ne sais pas. Moi, je suis un être des grands espaces et Alger m'étouffe un peu. Mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup cette humanité qui existe entre les ruelles, ce qu'on peut dire. Donc, ça respire la vie. Ça respire, il y a toujours des bonnes volontés, des énergies positives à déceler, à trouver et à montrer au grand public. Donc, ce que je fais
en tant qu'éditeur, c'est de montrer les autres. En tant que commissaire Être dans le dialogue et surtout dans la transmission. Hein. Dans Quand on jette un coup d'œil. Dans la transmission, comment dire, une transmission honnête. Oui. Je suis dans l'honnêteté. Si je trouve que quelque chose ne va pas chez tel ou tel artiste ou poète, je ne peux pas aller au-dedans de cette aventure, parce que toute œuvre pour moi, soit graphique en montrant des travaux des autres, soit littéraire en montrant donc de la poésie ou des textes des autres, c'est une construction entre moi, l'auteur et le graphiste ou le Mais peintre. qu'est-ce qui conditionne réellement aujourd'hui l'édition d'un ouvrage sur lequel nous reviendrons encore une fois tout à l'heure, celui de Dalila Hussein Daoudji, à savoir L'alchimie des cœurs, c'est des contes soufis, hein, chez Helium Édition. Avant cela, on a fait un direct pas plus tard que la semaine dernière avec d'autres agitateurs de la scène culturelle, entre autres des auteurs, des éditeurs, des traducteurs au Salon international du livre, et vous n'y étiez pas. Helium a brillé de par son absence. Pour quelle raison? Je ne sais pas, ça ne m'intéressait plus. Réellement, donc, je participais à l'époque avec l'Esprit Panaf quand il était géré par Nariman Sadouni, et après par quelques rares amis comme Melika Sadeki à Dar al-Hikma, en montrant mes ouvrages et en essayant de me faire inviter des auteurs, quelque chose qui n'est pas facile, pour qu'ils puissent... Alors que vous êtes dans l'excellence. Helium, je me permets de le dire, est réellement dans l'excellence en matière d'édition. Je suis dans le respect de l'autre, donc il faut respecter Vous êtes un incompris, Omar Meziani? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas de savoir si je suis un incompris, je suis dans l'alternative. Je fais les choses comme qui me viennent, avec le plus possible d'honnêteté, c'est tout. Tout simplement. Est-ce qu'il partage réellement cet avis, Malek Amichi, je le rappelle, artiste peintre, investi dans le civil et porteur de ce projet socioculturel dans votre village en Kabylie? Je vous avais posé la question tout à l'heure en vous disant, vous vous êtes rencontrés en quel 1900? Vous me disiez, alors là, franchement, j'ai oublié de compter, je ne compte plus. Hein. On pourrait dire quel 1900, on va dire. Oui. Encore. Vous avez traversé le siècle avec Omar Meziani. Non, mais pleinement, je le rejoins dans pas mal de... en tout cas dans sa démarche. L'approche. Hein. Bien sûr. Oui. Nous avons en fait la même démarche. C'est d'écouter l'autre. Voyez. Et aujourd'hui, on prétend être dans l'ère de la communication, pourtant, il n'y a aucune grammaire de la communication. Tout est dans une confusion assez comment dire, vous voyez, même les mots sont difficiles à cerner, vous comprenez. Et nous n'avons pas une grammaire, on va dire, qui nous réunit tous, avec laquelle on pourrait avoir cette fluidité de se faire comprendre. Mais ce respect de l'autre, justement, cette écoute de l'autre nous a permis... Est-ce qu'il a réellement un sens aujourd'hui, alors que la violence nous abat au quotidien depuis de très longues années? Mon cher Karim, tout est dans le langage. Il a suffi d'un mot pour provoquer des guerres, des souffrances extraordinaires. Nous le subissons au quotidien. Milliers d'images secondes. On légitime souvent des agressions à partir d'une seule compréhension d'un mot. Vous voyez, tout le littéralisme que nous subissons dans la compréhension même de notre culture. C'est-à-dire, quand je dis culture, elle est liée immédiatement avec notre culte aussi. Donc aujourd'hui, la littéralité nous a fait trop de mal. C'est-à-dire ce matérialisme de l'esprit nous a plombé d'une façon si pesante qu'on n'arrive plus à dire les choses. Alors que il suffit justement... Vous voulez dire que l'altérité aujourd'hui n'a absolument aucun semblant de sens? Oh, l'altérité, nous avons de la ressource, je préfère dire ça, au lieu de l'altérité. On a énormément de ressources. Omar, avec sa tentative d'éditer, en tout cas, il a déjà fait avec brio, en éditant justement les contes soufis, en tout cas cette approche d'une nouvelle façon de communiquer. Pourquoi? Parce que les soufis nous invite tout le temps à lire notre monde d'une façon... Et à nous détacher surtout de la matière. Évidemment. Ils ne se détachent pas tant de la matière. Il la lisent en fait. Ouais.
nous ne sommes plus, on évacue Mais tout est le doute. périssable et tout doit disparaître. Tout, Ils sont évidemment. réellement Oui, pourquoi dans c'est cette périssable? réflexion-là. Mais en tout cas, elle est déjà stationnaire dans l'état dans lequel nous avons. Si je considère cette bouteille, elle va devenir. Vous voyez. Nous, c'est ça notre transcendance des choses. Vous comprenez? Et donc au-delà de son état stationnaire, là, les choses, elles sont en quelque sorte virtualisées, soit avant ou après, n'est-ce pas? Et bien plus encore. Donc l'approche d'Hélium, pourquoi pas, je vais citer comme ça au lieu de dire Omar, en tout cas on se rejoint là-dessus. Mais c'est l'école, c'est les couleurs, c'est la création qui vous a réunis il y a pas plus de 40 ans de cela. Bien sûr. À force de fréquenter, on a les mêmes amis déjà, on a la même démarche. Et vos vieilles âmes ne se sont jamais séparées? Non, pas du tout. Non, jamais. Bien au contraire. Souvent, des fois, on a besoin d'un petit peu de recul, de détachement. Malgré vos exils, hein. Oui, malgré la distance. C'est vrai que j'habite pas à Alger, bien sûr, j'habite dans la région parisienne, mais ça, aujourd'hui, on peut se permettre d'échanger facilement les choses. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de faire la traduction du diwan de Sidi Boumedienne en espagnol, donc de l'arabe vers l'espagnol. Ça n'a pas été une tâche facile, parce qu'il fallait vraiment faire une immersion dans tout notre patrimoine, on va dire quotidien, des fois des réflexes même qui nous semblaient oubliés, on les a fait revivre, et c'est de cette manière-là, gageons que ce soit une réussite. Qu'est-ce qui a réellement changé en lui depuis ces 40 dernières années? Depuis l'étudiant qu'il était à l'école? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout, il n'a pas changé. On a peut-être évolué, on a peut-être appris des petites choses comme ça, l'informatique, tout ça, mais sinon, on a une constance. Est-ce qu'à un moment donné, il ne s'est pas réellement détaché de la matière peinture pour aujourd'hui, j'allais pratiquement dire, voguer vers d'autres univers et ça, nous transporter vers d'autres horizons? Ça, souvent, je lui reproche. Eh ben justement, ça a été... Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire les deux. Impossible. On peut pas courir 36 lièvres à la fois. Sauf que lui, il court derrière 40 lièvres en matière de... En fait, courir derrière plusieurs choses à la fois, ça s'appelle de l'éclectisme. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a tous une petite âme éclectique. On n'a pas une pensée figée. C'est ce qui fait la richesse. Nous, à travers justement ce genre d'émissions, on essaie de voir de quelle manière on pourrait converger. Vous voyez un petit peu. Moi, je propose... Vers où converge, Armand Méziani, la grande question philosophique du bac, c'est sûr, de 2024-2025. Produire en tout cas. Toujours et encore. Produire de la matière à lire, à savourer. Voilà. Et être toujours dans cette ascension, cette verticalité. Tout le temps. C'est une chose tout le temps, très importante. C'est notre fameux ribat, on va dire. Voilà, exactement ça. Voilà. Omar Méziani, je le disais au sommaire de l'émission, vous n'êtes pas venu seul. Cette fois-ci, on va entendre le discours de Naïma Nahailia. Rebonjour. Donc, artiste en art vivant, conteuse, porteuse également de ce projet, la Maison du Conte. Ça a été, votre première rencontre a eu lieu il y a à peu près une quinzaine d'années, pas plus, hein, contrairement à notre premier invité. Oui. Moi, j'ai commencé le conte en 2002 dans un atelier de femmes conteuses animé par le marhoum c'est Mohamed Baghdadi. L'atelier a duré 4 ans. Donc ce monsieur-là, il nous a formés dans le conte. Et en 2008-2009, chacune a volé de ses propres ailes. D'ailleurs, je présente mes condoléances à la famille Lafi. Hier, on a perdu la conteuse Assia Lafi. Exactement. On a eu le plaisir à la recevoir à C'était l'une plusieurs des reprises. femmes de cet atelier-là. Ouais. Et depuis... l'aventure ne s'est jamais arrêtée. Non, depuis, jamais. l'aventure ne s'est jamais arrêtée. Jamais. Ouais. Jamais. Puis voilà, au début, c'était dans les wilayas... Le verbe, c'est l'ossature de votre être, j'allais pratiquement dire, Naïma Nahailia. Le verbe, la transmission, oui. Oui, c'était... le dialogue avec l'autre et la lutte contre l'amnésie et l'oubli. Exactement. Exactement. Et puis encore, moi je dirais que le conte, c'est déjà une thérapie. Même pour moi, la conteuse, moi quand je raconte un conte et puis je vois comment les gens réagissent à mon conte, à mes dires, je dirais à mes dires, à mes émotions, moi je suis émue.
Je suis émue Mais de quel par conte, mon mais de conte. quel conte il s'agit? Sommes-nous réellement dans une approche de conte universel où, cela dit en passant, vous êtes pratiquement dit, vous êtes dans la transmission de ce que vous a raconté vos grands-mères, vos tantes et Non, non, moi un petit peu, je fais comment on dit en arabe, al-hikaya al-alamiya. Et bien sûr, nos contes à nous du patrimoine algérien qui est trop riche, Dieu merci. le conte a-t-il Des réellement contes une racontés par les grands-mères. le conte a-t-il une identité ou est-ce qu'il est Non, réellement non, non, ouvert non. Le conte n'a pas d'identité. Il On sait voyage. pas. On ne sait pas parce que, vous savez, Karim, il y a des contes, je les raconte en Algérie, je pars au Maroc, ils les racontent à leur manière, dans leur dialecte. Je pars en Tunisie, la même chose. En Arabie Saoudite, ils me disent non. L'identifier, c'est l'enfermer, c'est bien ça. Oui. Si je suis un peu votre raisonnement, pardon. Le conte, moi je dirais, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, Ouais. le conte est voyageur. Là où il se pose, Vous abolissez là les où il est frontières. Hein. raconté, il naît de nouveau. C'est-à-dire, il zed mjdid. Ouais. Voilà, c'est ça pour moi. Nariman Heilia, quand vous voyez là en face de vous Omar Meziani, ne serait-il pas un personnage de conte avec sa barbe blanche, son Bien regard sûr, pour moi, vague il fait toujours le Grande protagoniste de pas mal de mes contes. Hein. Oui, ben voilà, c'est ça, parce que là, Ben il, vous, oui. il vous regarde, il vous scrute, et on a l'impression qu'il est ailleurs, alors Moi, qu'il moi, est je vous dis, ici moi, attablé j'ai- au café de la Troie, Moi, quand je le regarde comme ça, eh ben, pour moi, au loin. Bon, bah, vous allez rigoler tous. Hein. C'est le grand-père de Heidi. Hein. Ah, Dans, le voleur eh de ben fric. oui. Dans sa maison, sa cabane, sa sagesse. Oui. Omar est trop spirituel, c'est un grand monsieur, vraiment un sage. Moi, je reviens. J'ai toujours. Il est à lui seul un conte. Moi, je reviens toujours vers lui. Ouais. Voilà, franchement, pour moi, c'est. Trouvez-moi le mot. C'est une inspiration. Il disons vous que inspire, c'est il vous, mon- il vous c'est transporte. mon frère il vous- spirituel, c'est mon parrain, quoi. Ouais. Ouais. Vous l'avez rencontré il y a un peu plus de 10 ans de cela, Eh ben, et ça écoutez, continue. Le fil ne s'est jamais coupé. C'est comme Karim, dans je un l'ai conte. rencontré sur le plateau de la chaîne 3. Ouais. C'était à une émission avec Nelly Massadouni, que je salue. Il y avait avec nous, je crois, Toufiq Fadel. Voilà. Et sur cette émission-là, j'étais invitée pour parler d'un projet, Attention, mais un mariage Oui. algérois à Adarar. Attention, on va y revenir dans quelques instants. Pour le Voilà. moment, sur Alger Chain 3, il est 14h26. Deuxième demi-heure du Café de la Troie, comme tous les jeudis de 14 à 16 heures. D'un siècle à l'autre, on rapporte l'épopée d'un peuple ou d'une grande figure de l'histoire. Des hommes qui ont marqué leur époque par leur vertu, leur devoir, leur engagement et leur puissance au service du savoir et de la justice. Un émir, sa fille, est particulièrement un homme, sculpteur d'oiseaux qui percevait les mystères des mondes d'en haut et d'ici-bas, était de cette race de mécènes, considérant le savoir comme un bienfait et la science des cœurs comme une œuvre d'art qu'on s'efforce d'achever. C'est un peu l'univers vers lequel nous entraîne Dalila Hassain Daou, je le rappelle encore, Fendouadji. C'est l'alchimie des cœurs, un conte soufi, accompagnement graphique de Guesmia Mohamed. C'est aux éditions Helium. Il est avec nous, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, Omar Meziani. Qu'est-ce qui a réellement conditionné cet ouvrage-là? Encore une fois, toujours dans cette réflexion soufie, le fait de Oui, partir c'est et un de peu- lâcher prise. C'est un peu la continuité de mon œuvre en montrant les travaux de Sidi Boumedienne, en passant par le Ben Yedles, Sidi Ben Yedles, et de Dalila. Comme dans ma démarche, il y a la poésie soufie et la poésie profane, on peut appeler ça comme ça. Avec Dalila, on a eu un premier ouvrage qui a été accompagné par Karim Sergoua, qui parlait un peu de cette décennie noire où les intellectuels ont été lâchement assassinés. Ouais. Et Dalila, elle était porteuse pour décrire donc cette douleur d'une façon très, très délicate, donc, vu sa qualité de dame très respectueuse des choses. Et elle m'avait donné cet ouvrage qui était donc, un peu son intimité soufie. Donc elle baigne dans cet esprit-là. Dont elle ne parle pas beaucoup, j'allais dire. Elle en fait donc, elle n'en fait pas un cheval de bataille comme Ouais. Dr Sari, mais dans sa démarche et dans ses activités
donc socio-culturel est lié dedans. Donc. Un ouvrage qui était présent au Salon international du livre. Oui, On rappelle encore une fois l'alchimie des cœurs, conte soufi. Nous en avons besoin quand le monde est secoué aujourd'hui. Franchement, c'est une question que je poserai à tous nos invités ici au Café de la Troie à 14h35. Que peut la création, que peut le verbe, que peut la poésie, que peut le soufisme contre l'inhumanité du monde et contre ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, Armand Meziani? Malheureusement, on a en quelque sorte les mains liées. Donc, on n'a que notre cœur pour pouvoir pas changer les choses, mais au moins à notre niveau, faire des choses. Et peut-être à dire, à dénoncer, il faut contre... toujours dénoncer, mais il y a différentes façons de dénoncer. Donc, on peut dénoncer avec violence, comme on peut dénoncer avec intelligence, comme on peut dénoncer avec le cœur. Donc, et cette dénonciation trouvera peut-être un foyer quelque part. On est dans le nettoyage ethnique aujourd'hui, en Malmeziani. C'est flagrant, avec la complicité. Amel Lazib, dans son flash d'information spéciale Raza, c'est des milliers de morts. Ce qui est le regrettable. Et le meurtre continue, encore une fois. Ce qui est le plus regrettable, c'est le silence de l'Occident. Donc cette complicité diffuse. Et quand on voit le traitement de l'information qui malheureusement est en faillite, on voit que les mots sont bien choisis pour un peu diriger les pensées donc, vers l'acceptation de ce génocide. Ouais. Et ça, c'est vraiment malheureux pour l'information. Et comment réagit l'artiste peintre Malek Michi à travers tout ce que nous sommes en train de subir au quotidien depuis un mois aujourd'hui? Chacun son niveau, chacun son combat aussi, bien sûr. Nous, notre combat, en fait, il est bien plus immatériel, on va dire. Je crois qu'il n'y a pas plus pertinent que lire Sidi Boumediene El Routh. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que les choses viennent tout seules. Si vous saviez dans l'histoire le miracle de la libération d'El Quds, c'était normalement les musulmans étaient carrément en désavantage. Mais par un concours de circonstances, évidemment, le sort a fait que le Quds devienne ce qu'il était jusqu'à l'occupation, bien sûr, de l'État, de l'entité sioniste. Vous voulez dire par là qu'aujourd'hui, les ouvrages ou les écrits de Sidi Boumediene sont plus actuels que jamais? Plus actuels que jamais, oui. Vraiment. Parce que je me permets peut-être même de lire quelque chose que j'ai sous les yeux là. Allahu Rabbi la uridu siwa. Ça c'est une poésie de Sidi Boumediene, ça fait partie du Diwan. هل في الوجود الحي إلا الله ذات الإله بها قوام ذواتنا هل كان يوجد غيره لولاه. Je vais le dire même en espagnol, je vais me permettre aussi. Dios, Señor mío, ya no deseo más que Él. Habrá en el existente de vivo que Dios. Divina esencia con ella funda las nuestras, será algo otro si no fuera Él. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je crois on que est dans le multilinguisme qui dénonce. Bien sûr, non seulement la dénonciation, je crois qu'il y a un travail à faire en soi-même déjà, pour pouvoir faire changer les choses. Ouais. Je pense que notre tradition, nos écoles de pensée soufis peuvent réformer des choses en nous-mêmes. Pour pouvoir aller combattre, non seulement, pas simplement avec des kalachnikovs ou, je sais pas, ou des missiles ou quoi que ce soit, mais c'est surtout avec les idées. Oui. Bien plus. Je crois qu'il y a quelque chose à faire, une introspection en nous-mêmes. La lecture de Sidi Boumediene, sachez que Sidi Boumediene, c'était le libérateur d'El Quds aussi, n'est-ce pas? Je vous rappelle, c'est tout. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas ce que c'est. Vous le ressentez? Je le ressens, véritablement. Après avoir lu l'ensemble du Diwan, je crois que Sidi Boumediene mérite quand même voir un petit peu une refondation de ses principes, de son logiciel, pour adopter le langage communicatif d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il nous donne quelques clés de la compréhension pour pouvoir aborder comment lutter justement cette légitimation de l'injuste, quoi. Ouais. Cette légitimation de l'arbitraire. Un petit peu. Vous êtes traducteur, je le rappelle, du Diwan Sidi Boumediene vers l'espagnol. C'est les prochains livres des éditions Helium. L'Espagne qui était pendant des siècles terre d'accueil. Nous étions réellement dans ce dialogue des cultures. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans le choc des cultures. Absolument.
J'ai même eu à converser souvent avec des intellectuels espagnols. Ils nous disent que pour nous, la période musulmane a été pour nous une nuit noire. Je dis c'est quand même une expression d'ingratitude. Tout à fait. Il n'y a qu'à visiter à Voilà. Bordeaux la Mosquita pour justement témoigner des passages de plusieurs siècles De toute de manière- religion et de dialogue. De toute manière, nous fûmes quand même, je me permets de dire nous, parce que je m'estime quand même faire partie de cet ensemble-là, nous avons été les vecteurs des liens entre les civilisations anciennes vers la modernité, vers le Quattrocento, la Renaissance. La Renaissance italienne ou même européenne ne s'est faite qu'avec l'apport des musulmans d'Averroès et de tant d'autres, n'est-ce pas? Donc, ma foi, aujourd'hui, ils prétendent que la culture grecque ou persane leur appartient à l'Occident, que c'est complètement Vous faux. parliez d'Averroès, aujourd'hui on brûle les livres. Encore Oui, une il y a fois plein aujourd'hui. d'autres d'affaires. Et exactement ça. Ben, c'est de ça qu'il s'agit justement. Le Café de la Troie, tous les jeudis de 14 à 16 heures, avec tous ceux qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, notre invité central n'est autre que Omar Meziani, accompagné de Malek Amichi, artiste peintre, investi dans je le rappelle encore une fois, porteur d'un projet socioculturel Oui. dans votre village en Kabylie. De quoi il s'agit? Eh ben, vous voyez, oui, c'est un projet assez ambitieux, mais en fait, on voulait l'étaler avec plusieurs étapes, je ne vous cache pas. Pendant un certain moment, il y a eu un marasme. Vous voyez, comme disait Ibn Khaldun, normalement, si les choses dans le meilleur des mondes, l'État serait le premier acheteur. Mais aujourd'hui, malheureusement, nos projets n'aboutissent pas jamais. Donc, on s'est penché un petit peu sur la société civile. Nous sommes un collectif du village à Kérou. En Être dans Haute-Kabylie. l'éveil de conscience. Oh, je prétends pas cela. Pourquoi, Attention. mais pourquoi pas? Voilà, Enfin, oui. Pour intéresser donc justement l'autre à la construction Oui, je veux de dire, en projets fait, porteurs. oui, le projet il consiste d'abord en un mémorial assez singulier, c'est-à-dire avec une galerie d'art aussi. Tout cela est en projet, bien sûr. Dans quel village exactement? À Kérou. D'accord. Alors, il s'appelle Akerou, c'est à Aïtrili. Aïtrili, c'est-à-dire dans la la daïra, n'est-ce pas? La daïra de Mekla, je crois, oui. Voilà. Moi je vous suis. Oui, hein. daïra de Mekla, oui, Voilà. bien sûr, voilà. Et ma foi, donc, il y a eu quand même une certaine dynamique qui s'est opérée. Donc, on a fait appel à tout le monde. Donc, moi-même, on a essayé d'organiser les choses. Alors, il s'agit d'abord de faire des résidences d'artistes, la création d'ateliers. Et principalement, le moteur principal serait la construction d'une maison kabyle. C'est-à-dire une Ahram. construction. Oui, Ahram. Ouais. Ahram qui Il y a un vit- bel ouvrage qui résume tout ça. Hein. Oui, Mohamed Abouda, ma- ça je le conseille à tous ceux qui sont curieux de patrimoine matériel également immatériel, Oui. du vieux bâti, le qui vieux bâtiment, témoigne mais de pas je que sais combien ça. de siècles Oui, d'histoire et de mémoire. pour éviter de tomber dans le folklorisme, en fait, le préambule qu'on s'est décidé de faire, c'était de voir comment le paysan, c'est-à-dire comment il produit son espace. C'est-à-dire c'est le b.a.-ba, on va dire, de l'architecture. C'est-à-dire quelle est cette ergonomie qui nous semble aujourd'hui extraordinaire, comment elle a été créée. Tout simplement parce que le paysan de l'époque, il avait besoin d'un espace c'est lui-même qui conditionne son propre espace. Alors, ce projet-là, il va falloir apprendre toutes les techniques anciennes, c'est-à-dire comment on fait faire la tuile ronde, le aslar, le tapia, le tabia, tout cela. Et ça pourrait servir en quelque sorte, on va dire, de prolongement même vers le design. Pourquoi pas? Voilà, donc, Là c'est l'artiste qui parle, hein, bien sûr. Oui. Celui qui a fréquenté l'école des beaux-arts dans les années 70. Dans les années 75 jusqu'à... Vous me disiez, le temps jusqu'à- passe tellement vite. Oui, ça passe très on s'est vite. même- je on vous s'est même pas assure. rendu compte, Oui, oui, on s'est pas rendu Il compte. y a pratiquement 40 ans qu'il vous lie à Omar Meziani. Hein. Oui, exact. Vous savez, elle est également porteuse d'un autre projet, celui de la Maison du Conte. Il s'agit de Naïma Nahaïlia. Comment peut-on réellement expliquer aujourd'hui la violence et expliquer la violence, le meurtre, le nettoyage ethnique aux enfants, alors que vous êtes réellement là aujourd'hui pour les emmener vers un monde merveilleux? Il y a une forme comment dire, de contradiction totale et absolue. Hein. Oui, exactement. Et puis avec ce qui se passe ces derniers temps,
Ces enfants qui regardent le journal de 20 heures, ils voient d'autres Ils enfants. sont terrorisés. Exactement ça. Ben Comment oui, ils sont pouvez-vous réellement les terrorisés. extraire de cette violence-là à travers toutes vos actions sur l'ensemble du territoire national, Naïma, Naïlia? Oui, moi j'ai une formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation sur le compte pédagogique. On parle de 4412 enfants tués. Vous vous rendez compte, hein? Comment raconter ça? 4412. Comment raconter ça? Comment dénoncer ça aux enfants? On ne peut pas leur parler avec des mots crus comme on Tout à les fait. entend à la radio ou bien à la télévision. Ou parce leur que parler c'est des d'un enfants. monde enchanteur ou enchanté, et de l'autre côté, ils vous disent, mais On attendez, peut madame, raconter un conte voilà ce qu'on a vu. qui dénonce tout ça, Ouais. tout en faisant très L'arbitraire, le attention meurtre, la au violence. rêve de l'enfant. Il ne faut jamais briser le rêve de l'enfant. Quand on raconte ou on dénonce ce genre de crime dans nos contes, bien sûr, parce qu'on transmet, on est là. C'est un Il crime faut contre toujours l'humanité. que la touche finale soit qu'on ne brise pas le rêve de l'enfant, qu'on lui donne de l'espoir dans ce qu'on raconte, ce qu'on dit comme conte. Il faut donner toujours l'espoir. C'est ça le rôle du conteur. Quel est ce conte que vous avez adapté ou adopté justement pour le raconter aux enfants, leur expliquer le meurtre et les violences au quotidien du peuple palestinien? Moi, tout simplement, comme on peut dire c'est atroce ce qu'on voit, ce qu'on entend, ça a coïncidé avec le 1er novembre. Ouais. Donc j'ai raconté aux enfants un conte. Non, ce n'est pas un conte. J'ai raconté aux enfants une histoire. J'ai raconté aux enfants les enfants du 1er novembre. Et j'ai choisi Morad Ben Safi du film de Moussa Haddad qui raconte l'histoire de ce martyr qui est mort, qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié tout ce qu'il avait, comme l'enfance, les rêves, tout. Il a sacrifié tout ça pour l'Algérie. Et je le raconte d'une manière tellement, je peux dire, Vous collez à l'actualité. voilà. Voilà. Et ça, j'ai vu, je l'ai raconté la première fois, j'ai vu que il y avait un répondant, j'ai touché l'émotion de l'enfant comme celle de l'adulte. Et quand je raconte ça, je dis d'abord, à Gaza, il y a des enfants qui meurent. À Gaza, il y a des enfants qui sont martyrs aussi. Comme chez nous, il était une fois. Il y a bien longtemps, en Algérie, en 1954, il y a une guerre qui s'est déclenchée. On avait des colons comme en Palestine. Ils étaient là. C'était des criminels comme ils sont maintenant en Palestine. Ils tuaient nos enfants, ils tuaient nos pères, ils tuaient nos grands-pères sous l'œil du monde entier et personne n'a intervenu. Nous aussi, on a vécu ce drame-là qui a duré plus de 1 siècle et 30 années. Comment là- passe-t-on du rêve au cauchemar? Oui, Comment ça est-ce que c'est vous arrivez à- c'est la tactique du conteur. Ben justement, c'est ce C'est que la je voulais tactique savoir. du conteur. Vous savez, on ne guérit jamais de son enfance. Hein. Non, pas du tout. Raconter D'ailleurs, des histoires, il en dans- restera toujours dans quelque chose. l'atelier, Hein. dans mon atelier, il y a un volet thérapeutique. Je viens vers Karim, il est dans mon atelier, je lui dis, Karim, raconte-moi ta vie. Oh, ça va être dur. Hein. Voilà. Et tu me racontes ta vie, ou tu me dessines ta vie, Ouais. et là, tu extériorises quelque chose. Parce que Karim va me faire confiance, parce que je suis la conteuse. Et vous savez quoi? Moi, je vais vous raconter une autre histoire, si vous le D'accord. permettez. Ça s'appelle Le mensonge de Mahalassi Sabar. Oui. Alors, Mahdi Atlas est un détective algérien qui réside au Canada, qui revient en Algérie pour honorer la mémoire de son ami d'enfance Hassan. C'est un autre artiste récemment décédé. Il découvre que son ami a été assassiné. Utilisant ses compétences de psychologue, Mahdi entame une enquête pour révéler les secrets et les mensonges qui entourent la vie de son ami et sa mort mystérieuse. Et cette quête de vérité dans un monde énigmatique constitue le cœur palpitant de l'histoire du mensonge. Et je vous le disais tout à l'heure, Mahalaz Sissabar, levez la main s'il vous plaît, la main droite. Dis, Et- je jure. Très bien, vous allez tout de suite nous dire la vérité, levé la main toute la gauche. vérité et rien que la vérité. Franchement, on se pose réellement la je question. jure. Ah ben écoutez, on va vous croire, du moins jusqu'à 15h ici au café Je de mens la pas. 3. Au Mans, enfin j'ai des doutes vous concernant. Parce que vos personnages sont assez complexes, assez compliqués au passage. C'est ça. Dès qu'on ouvre ce bel album, je le rappelle aux éditions d'Aliman qui était Édition présent Daliman. au Salon international du livre, on se retrouve dans une houma, dans un quartier, jouant avec des Quartier enfants. populaire, populaire. algérien. Exactement ça. Et on a réellement l'impression que vous allez nous raconter un peu votre enfance. Et puis, en un claquement de doigts, on se retrouve au Canada. En un Exactement. claquement de doigts. L'enfant devient adulte. Un adulte psychologue, un auteur également un grand succès, qui est interviewé sur les chaînes de télévision canadiennes.
et il était dans l'obligation de rentrer en Algérie pour justement, je le disais à l'instant, rendre hommage à son ami. Et on rencontre son ami dès les premières pages, hein, lorsqu'ils étaient tout petits, lorsqu'ils jouaient à cache-cache. C'est ça. Donc ça raconte, vous avez bien résumé Parce l'histoire. qu'on lit les livres au Café de la Troie. Exactement, c'est entre la nostalgie et en fait le présent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose. Donc j'ai traité la thématique de la nostalgie et le présent, en même temps le réel et le virtuel. Ce qu'on va découvrir vers la fin de la BD. On va pas trop spoiler. Jamais. Mais il faut inviter ceux qui nous écoutent à aller pousser les portes de leur libraire et acheter l'ouvrage. Le mensonge de Halsey Sabr. C'est disponible en ce moment à la librairie Point Virgule à Cheraga. Et aussi sur précommande en ligne. Peuvent me suivre sur Instagram, Halsey Sabr. Sinon, la page de édition d'Aliman, c'est disponible. Sinon... Où est le rêve, où est la réalité dans l'histoire? On avait provoqué, je le disais, il y a une quinzaine de jours, ici même, un débat autour de l'intelligence artificielle et des littératures. Et là, vous nous offrez un roman graphique, je le rappelle encore une fois, Halsey Sabr. Au départ, on a l'impression qu'on vit l'instant, on vit le moment, puis après, il y a des coupures, parce que c'est assuré, ça a été réfléchi et réalisé à travers plusieurs paragraphes. Et là, on ne comprend pas où est-ce qu'on est. À un moment donné, Exactement, oui. En fait, vous nous prenez à contre-pied, quoi. C'est ça, la confusion est totale et absolue. Est-ce que le réel est vraiment réel ou est-ce que le virtuel peut créer une autre réalité qui est très parallèle, qui est parallèle et qui est très fidèle à la nôtre. Ouais. Ça, en fait, ça fait un peu peur. Avec la technologie très peur, et la machine et tout. On est dans X-Files, on est dans Matrix, on est dans l'intelligence artificielle tout à fait. Et maintenant tout est fake avec les images, avec les vidéos. On peut même faker des interviews de présidents, etc. Prendre la voix de Kalim Amiti avec son visage. Exactement, et lui faire dire tout ce qu'on veut. Voilà, exactement. Oui, ça fait peur tout ça. C'est ça. Et même avec les jeux vidéo, la réalité augmentée, il y a des gens qui vivent dans des mondes en fait virtuels. Vous voulez dénoncer cela à travers votre deuxième album, Le Mensonge. Exactement, et plusieurs thèmes que j'ai traités. La corruption, c'est ça. Le politique. Je me suis intéressé les prénoms arabes. D'abord, le personnage principal, c'est Mehdi, qui veut dire en arabe le guidé, ou là le guidé par Dieu. Et c'est aussi une référence à The Chosen One, etc. Et l'artiste qui est décédé, il s'appelle Hassan. Hassan veut dire une personne qui rend les choses plus belles, et Hassan. Et aussi d'autres personnages tels que Salah. Franchement, mais ce personnage presque inquiétant, j'allais pratiquement dire. Bonjour à tous, chers téléspectateurs sucrés. C'est votre ami des infos et de la météo, Azdin Bourada. Franchement, vous n'avez pas été tendre avec les animateurs, hein. Ouais. En particulier avec celui-là. Télévision, ouais. Exactement, tout à fait. C'est un présentateur de télé et de météo très spécial. Un peu trop spécial. Et très savoureuse, très sucrée. Ouais. Et c'est un personnage qui présente la télé et qui va prévoyer les événements qui vont se passer dans la BD. En fait, je l'ai créé d'abord comme un jingle. Ouais. C'était technique pour le découpage. Ensuite, je voulais développer le personnage, que ce soit genre. C'est un profiler, le personnage. C'est un profiler presque. Exactement, c'est comme un glitch dans la matrice. C'est ça. C'est lui qui n'est pas sérieux dans l'histoire. C'est le seul qui n'est pas sérieux. C'est ça. Mais il est assez nostalgique, votre personnage, hein. Très nostalgique. Très algérien. Exactement ça. Vous l'êtes. Vous avez quel âge aujourd'hui? 25 ans. 25 ans, vous nous parlez, vous nous entraînez vers la nostalgie, vers ce qui fut hier, les jeux d'hier. Il n'est pas question de jeux vidéo, il est juste question dans un quartier, jouer à cache-cache, jouer au ballon. C'est tellement simple, le bonheur est tellement simple. On le tiendrait presque dans la main. Et juste après, vous nous entraînez vers la 4e dimension. C'est ça, oui. Oui, mais c'est plusieurs dimensions parallèles. Exactement ça. C'était une grande recherche parce que, comme j'ai dit, je suis autodidacte dans la BD. Du coup, la recherche c'était dans le scénario, c'était même dans comment attirer le lecteur à lire. Et en écrivant une histoire de détective, un polar,
Mehdi Atlas. Je dois mettre le lecteur, c'est lui le détective. Vous le conditionnez, vous C'est nous ça. conditionnez les Exactement. lecteurs que Du nous coup, sommes. j'ai tout fait pour laisser un fil conducteur pour garder le suspense jusqu'à la fin. Et vu que c'est un mensonge, je mens aussi au lecteur. Est-ce que C'est l'ouvrage ça. existe vraiment? On se pose aussi la question. Peut-être. Est-ce que l'ouvrage Non, mais il existe existe. Oui, bon, Ça y est, voilà. Il existe. Il est là. Vous le tenez dans vos mains. Exactement. Ouais. Contrairement à l'histoire, on se pose réellement la question, est-ce que Atlas a existé? Est-ce que le meurtre a eu lieu? Où sont les amis de l'enfance? Et est-ce que la réalité augmentée, ou du moins cette intelligence artificielle, va-t-elle nous conditionner et nous guider dans les prochaines années? C'est également à toutes ces questions que vous essayez de répondre, apporter des éléments de réponse. Exactement. C'est une problématique. Ouais. Du coup, en fait, quand j'allais commencer l'histoire, il me fallait... j'avais d'abord l'idée en tête que ça allait être une histoire d'un détective. Mais ça me Un suffisait pas. profiler, je le disais. Du coup... Il fallait plus de consistance. Exactement. Ouais, Et plus d'épaisseur. d'abord, je voulais faire une BD très intelligente, très avec des indices, avec des codes et tout. Mais vu que c'était une histoire sur l'Algérie, tu vois, les Algériens, ils sont très... on a le privilège d'être entouré d'artistes. On est très De l'école des sensible Beaux-Arts, que vous avez aux fréquenté. Beaux-Arts aussi, ouais. Ouais. Qui sont très sensibles, qui sont très proches au côté spirituel. Du coup, j'ai tout fait pour que ça soit une BD un peu vers le côté dramatique, Ouais. en même temps Il y a de tout. Hein. suspense. Ouais. Et je compte aussi, d'ailleurs, je vais exposer les planches originaux le Vous savez 11, vous savez le quoi? samedi. Nous allons tout dire, mais en deuxième heure, parce que vous êtes là avec nous jusqu'à Ok. 16h. Y a-t-il un rapport Inch'Allah. entre Mehdi Atlas et Rigor? Eh bien, vous allez le savoir juste après les informations sur Alger Chantreuil. Il est 14h57 minutes. Organisateur d'exposition, analyste de l'art, enseignant, donc en infographie, chroniqueur, mais également coproducteur d'émissions radio ici à la chaîne 3. Dois-je également rappeler qu'il a été commissaire de plusieurs expositions nationales et internationales. Il a participé à des résidences artistiques, mais celle qui a le plus marqué le grand curieux que je suis n'est autre que entre croisade et également convergence hispano-maghrébine. Hein. Il n'est pas venu seul, notre invité. Il est accompagné de Malek Amichi, artiste peintre, investi dans la société civile, porteur d'un projet socioculturel dans son village, en Kabylie, traducteur du diwan Sidi Boumediene vers l'espagnol. Tout un programme sur lequel nous reviendrons bien sûr en cette deuxième heure. Elle est également porteuse d'un projet, à savoir l'ouverture, l'inauguration d'une maison du conte. Il s'agit de Naïman Haylia. Et puis, il a juré de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Est-ce qu'il est réellement dans cette approche-là, en cette deuxième heure? Allez savoir. Nous sommes également en compagnie ici, au Café de la Troie, de Mahrez Sissabal pour nous parler, après avoir commis son premier crime et son premier ouvrage, à savoir donc Rigor. Il est là avec Le Mensonge, édité aux éditions d'Aliman. Omar Meziani, rebonjour. Bienvenue à vous encore une fois au Café de la Troie. On s'ennuie pas au Café de la Troie, vous avez des choses encore une fois à nous dire. Tout à l'heure, on avait provoqué cette question avec votre invité Malek Amichi. Est-ce que vous ne vous êtes pas réellement éloigné à travers beaucoup de projets dans l'édition de l'exposition de votre passion première, à savoir les arts plastiques? Hein? Je pense que c'est juste une autre esthétique. Ah, Donc, une autre approche. C'est une autre approche, c'est un autre médium. Donc, Oui. soit on est dans le médium plastique, soit on est dans le médium littéraire. Mais vous êtes réellement éloigné des arts plastiques, Omar Meziani, Non, pour pas donner du de la tout. visibilité Non, à pas d'autres du tout. artistes. Entre-temps, je me suis tourné vers l'art brut. Oui. Donc, et par plusieurs installations Mhm. que j'ai faites un peu partout. Donc, Vous semez à tout vent, Omar Meziani. c'est surtout entrer en symbiose avec le lieu, tout simplement. Donc là, je choisis le lieu et j'essaie de comprendre toutes les énergies que possède ce lieu et je fais un... Dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui, Omar Meziani? Toujours positif, Toujours. toujours. Encore et toujours. Il le faut. Ça, comme je le dis toujours, sauf
il n'y a que notre humanisme qui peut sauvegarder notre identité. L'humanisme a encore un semblant de sens en Malmesiani, à travers tout ce que nous subissons au quotidien. Oui, on le subit. La violence visuelle, la violence des guerres, la... Oui. Donc, et comme une réaction entraîne une contre-réaction, donc possible que ce marasme va aboutir à quelque chose de positif et que les gens prennent conscience et que les hypocrisies se fassent plus diluées. Et le livre est une possibilité vers ces sentiers sereins en Malmesiani. Le livre me permet des aventures littéraires. Elles ne sont pas que littéraires, poétiques, littéraires, picturales. Quand je dis littéraire, c'est le mot. Vous englobez tout ça en même temps. C'est comment on peut définir le mot par différentes manières. Donc, soit dans la philosophie, soit dans la poésie. Elle est plus soufie aujourd'hui en ce qui vous concerne. C'est une démarche parmi. Je suis dans la poésie profane aussi, donc où je me permets des auteurs comme Bedawi, comme Dalila quand elle n'est pas soufie. Dalila Hassan Dawadji. On en a parlé en première heure à travers son ouvrage L'alchimie des cœurs, un conte soufi, à travers également des accompagnements graphiques de Guesmia Mohamed. Il y a des livres, il y a le livre qui n'a pas pu être des nôtres, Guesmia Mohamed. Malheureusement, il a des empêchements. J'aurais aimé qu'il vienne parce que avec Guess, on a partagé des itinéraires, des aventures culturelles assez intéressantes. Qui lui est également habité par le désert. Il a eu l'occasion de partir avec le marhoum Abdelkrim Djilali. Ils ont fait un grand détour. Et ça a donné naissance à un ouvrage également. Les chercheurs du désert. Exactement. Et en même temps... un clin d'œil à Tahar Djaoud peut-être. Chercheur d'os. Peut-être. Ça aurait été la démarche de Krimo. Exactement. Donc c'était surtout comment les gens du désert, comment des gens qui laissent tout tomber et qui aillent dans ce désert travailler. L'espace de toutes les révélations. Ça a été une révélation. Pour Guess aussi, que pour moi c'était l'aboutissement de mon itinéraire des rives. Donc ça a abouti à un résultat. C'était le film qu'on a fait avec Canal Algérie, où Hamid Keshed et Saleh Al-Arab ont suivi par Aounda Tamout. Qui veut dire quoi? C'est avant le lever du jour. C'est avant que les Touaregs partaient en réseau. Donc ces batailles. En razzia. Réseau, c'est les réseaux. Mais c'est différent un peu. Ils partent quelque part en bataille contre les autres tribus de la même communauté pour ramener pour leurs besoins primordiaux en nourriture et tout ça. Pour leur survie. Ils ne touchent pas aux femmes, ils ne touchent pas aux enfants. Contrairement à ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. Et ce chant, il est intoné par les femmes Targhi avant que ces gens partent. Il dit quoi en substance, Amal Meziani? Là, je ne peux pas vous dire. Alors le désert, toujours et encore, en 91, vous avez entamé un itinéraire artistique intitulé Dérive sur les sites néolithiques de l'Assekrem Hogar, Tassili Nadjer, consacré par un film, nous en parlions à l'instant. Le monde moderne vous déçoit tellement que vous vous en détachez pour aller dans les régions du Grand Sud? Non, ça c'est une quête plus personnel, plus terre à terre, donc esthétique, surtout esthétique. À un certain moment, je me suis trouvé bloqué dans le geste pictural. Donc, je suis passé par toutes les différentes écoles classiques, impressionnistes, abstraits. Et là, je me suis un peu, je ne savais pas plus quoi faire. Donc, j'étais dans ce blocage. J'étais à l'atelier de Messili, l'Arhamou. Et dans ce blocage, j'ai dû tout arrêter, toute cette démarche esthétique pour aller chercher autre chose. On est réellement dans la quête. Oui, c'était pour aller... Quête existentielle. Pour aller trouver une autre démarche, une autre façon de présenter une œuvre graphique ou esthétique. Vous avez répondu à l'appel. Et l'appel nous rappelle également un de votre ouvrage, votre recueil de poésie. Mais de quel appel il s'agit, Amal Meziani? Sans philosophie aucune. Surtout que j'étais nul en philo, je vous le dis. Je l'avoue, 40 ans après. On va essayer de trouver une logique, on va dire. Voilà. Non, cet appel, c'est plus une compréhension de soi. Donc, à un certain moment, on atteint un certain degré de relation humaine où on peut
plus donner autre chose. Il faut trouver un autre moyen, une autre expression, une autre démarche pour offrir à l'autre d'autres énergies, si on peut dire. Dans Si quelle on peut- démarche artistique vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce Euh, qu'il reste de tous ces enseignements, de toutes ces écoles, là- de tous ces maîtres qui ont forgé le caractère et surtout la touche qui vous ressemble le plus, Ahmad Meziani? Ma première démarche était d'aller donc revisiter un peu le travail, ce qu'ont fait les gens au néolithique, donc leur appréhension du monde. Je suis allé dans des lieux où, si je peux me Au commencement était le signe. il était plutôt le geste, Ouais. plutôt le geste, était la voix. Comment On parle de voix, on parle de verbe. comment donner à cette Maïssa Ebey disait qu'au commencement était la mer. Donc, comment donner à cette parce que la première relation entre les êtres humains c'est la voix, c'est le son. ouais. Et comment à partir du son on peut donc imager cette sonorité. Cette sonorité elle est nécessaire pour la compréhension du monde, donc pour la compréhension de l'environnement restreint et l'environnement global. Et c'est à partir du son que ce son commence à être interprété donc, par les différents mécanismes chimicaux qui traversent nos synapses. Et ça donne une illusion de quelque chose, c'est le geste graphique. Quel est le son qui vous apaise et le son qui vous qui met Non, on en a sur le home, non, Le home, non, il y a les sons primordiaux, le son du vent, le son de l'eau, tous ces sons qu'on appelle les sons primordiaux qui nous apaisent ou qui nous donnent une ouverture pour aller dans l'acceptation de soi. Donc. Était-il réellement un soufi? J'imagine que la jeune génération se pose la question à savoir si des Boumediene que vous allez traduire vers l'espagnol, c'est les prochaines éditions des éditions Helium, Oui. Malek Amichi. Ben, encore une fois, je voulais en fait rebondir tout à l'heure sur une question très importante Laquelle, qu'a soulevé Le euh, jeune Mahrez Sabar. Oh, pas si jeune que ça. On est dans l'intemporalité quand Ouais, même. d'accord. Ouais. Ouais. Quand il y a une question philosophique, peut-être. Oui, hein, mais, oui, dans la la réalité est tout autre, hein, mon cher ami. Donc, j'appellerai pas ça la philosophie, je vais juste essayer de prendre une petite logique. Vous voyez, à un certain moment dans le siècle passé, hein, vous allez me le rappeler, qui aurait dit ça, que le 21e siècle allait être religieux ou pas, Ouais. d'accord, ou plutôt, ou va cesser de l'être. Hein. On parlait Chose- plus de spiritualité à un moment Oui, donné. justement. En parlant Oui. de spiritualité, c'est que le matérialisme a fait que la spiritualité soit complètement c'est-à-dire évacuée. Ouais. Voilà, elle est sortie par la toute petite porte, mais elle est revenue par la grande porte sans qu'on y prenne garde. En fait, c'est ce qu'on appelle le monde du virtuel. Tout ce qui est virtualisable sont les choses de l'esprit. Ce sont toutes ces choses de l'esprit-là qu'on appelle aujourd'hui le virtuel. Donc le virtuel, l'esprit, enfin la spiritualité, la véritable spiritualité est revenue par la grande porte. Parce qu'on a tendance à croire que tout ce qui est spirituel est complètement ésotérique et que juste certains initiés peuvent y accéder. Mais c'est complètement faux. Et à la fin, on va toujours vers l'essentiel. Oui, mais Toujours vers l'essentiel. tout ce qui C'est ce que n'est pas disaient matériel. les grands Oui, scientifiques, voilà. les grands penseurs. Voilà. Donc aujourd'hui, le rôle en fait de l'artiste, plutôt de celui qui entame cette production qu'on appelle aujourd'hui de l'art visuel. Je vais pas parler des beaux-arts, je vais parler des arts plastiques. On va dire tout ce qui est visible devant nous. En fait, il y a un travail à faire. Travailler sur soi. Bien sur soi d'abord, évidemment. Il faut d'abord se convaincre soi-même. Je vais essayer de lire un petit peu le petit préambule qu'on a c'est-à-dire engagé avec la traduction de Sidi Boumediene. Je vais vous lire en français, vous inquiétez pas. Donc, Non, je m'inquiète pas. on peut citer à souhait le champ des possibilités qu'offre la somme des connaissances transmises à travers le vécu individuel indissociablement collectif. Cette transmission s'opère par sa forme la plus importante, celle de la communication scriptuelle, c'est-à-dire par l'écrit, et l'ivresse qui fait usage de transcrire la phonétique langagière de l'organe buccal et vocal humain. C'est pourtant à l'intérieur de cet aspect du langage que réside la propension à reproduire indirectement
l'intelligibilité de la réalité de Dieu par des vagues d'approximation et de conjecture. C'est-à-dire que la langue, il a tellement dérivé qu'on peut aujourd'hui même mouiller l'eau, hein, ou bien brûler le feu, ou bien même vendre l'argent, comme c'est le cas de l'usure. Vous voyez un petit peu, donc toutes ces dérives. Quel aurait été réellement le discours, vous qui êtes traducteur du Diwan Sidi Bou Medine, vous disiez qu'il était plus présent que jamais aujourd'hui, en 2023. Quel aurait été réellement son discours, ou du moins ses écrits, ses réflexions quant à ce qui se passe aujourd'hui en Erza? Eh bien, justement, Sidi Bou Medine aujourd'hui lui dont les écrits il nous invite en fait à lire. Brûlante. Oui, absolument. Je ne vais pas aller dans cette imagerie spectaculaire, je dirais même obscène de la violence. Mais je vais vous dire juste, si on observe ce qu'il dirait, hein, j'essaie de le paraphraser. Si le script moderne que vous êtes. Voilà, si on observe le miracle de la création, on s'aperçoit sans l'ombre d'un doute qu'il est continuel et qu'il ne cesse jamais d'être un miracle. Parce qu'on dit toujours que un miracle permanent cesse d'être un miracle, malheureusement. Les gens, ils ont tendance à ne plus regarder le ciel, à ne plus regarder les arbres, à ne plus parler aux oiseaux. Alors, il est continu, qu'il ne cesse jamais d'être un miracle. Pour peu qu'on élève le regard et lire, Sidi Bou Medine le martèle avec une musicalité de l'esprit. Cette façon de l'esprit qu'il parvient tout de même à nous le rappeler et nous le faire partager. Donc, quand on redécouvre Sidi Bou Medine, croyez-moi, on apprend à lire ces choses temporelles on approche le monde autrement et plus sereinement. C'est ça la plus importante. Dans la chronologie des faits, et c'est ça le fondement de la véritable histoire qu'on va essayer de capter. Voilà. Vous allez nous livrer bien sûr cela dans vos traductions à travers la prochaine édition en 2024, j'imagine, aux éditions Hélium. D'autres penseurs, d'autres religieux, d'autres maîtres spirituels, bientôt en traduction, Malek Hamichi. Ouais, vous voyez, quand on parle de religion, vous voyez, il y a toujours une levée de bouclier. On va penser directement au clergé, les fatwas, tout ce monde-là qui est assez confus. En fait, moi, je considère la religion comme un système de liens. C'est d'ailleurs son fondement même étymologique. C'est un lien intime. Absolument. Un lien intime avec le Créateur. Absolument. On ne doit pas non plus nous justifier auprès de qui que ce soit. Voilà. C'est un rapport intime. Un rapport intime, même social aussi. Ouais. On peut prétendre à cela. On peut prétendre à cela. Donc, ma foi, la religiosité n'est pas la bigoterie. C'est pas de la bigoterie, pas du tout. Vous pouvez la vivre vous-même. C'est le siècle de toutes les spiritualités. Oui. Donc, vous le disiez, je parlais tout à l'heure. Excusez-moi. Je parlais tout à l'heure justement des dérives du mot, alors que l'image est là la preuve par elle-même. Sauf qu'aujourd'hui, cette image, elle-même aussi, elle a été tellement. Oui, dites-moi. Vous savez quoi? Oui. On va vous écouter dans quelques secondes. Sur Alger Chin 3, il est 15h21. Je vous en prie. Lisez, il en restera toujours quelque chose. Et bien justement, nous sommes venus vous offrir des ouvrages aussi pour cette autre aventure du Café de la Troie, comme chaque jeudi de 14 et ce jusqu'à 16h, 2 heures durant, pour rencontrer tous ceux qui font l'actualité, qu'elle soit architecturale, urbanistique, littéraire, poétique ou même philosophique. Je vous offre l'ouvrage d'abord de Dalila Hassain Daoudji, ça s'appelle L'alchimie des cœurs, des contes soufis. Ça, nous en avons réellement besoin à travers toute cette violence qui secoue le monde. C'est paru aux éditions Hélium et qui était présente donc au Salon international du livre. Et puis nous avons eu un coup de cœur que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. C'est l'ouvrage Le mensonge, le grand mensonge de Mahrez Sissabal, après avoir commis, je le disais, Rigor il y a quand même quelques années, présent bien sûr avec nous aujourd'hui. Et puis nous poserons également la question de ce projet de la maison du conte. Où est-ce que l'on est aujourd'hui? Est-ce que c'est juste un projet ou est-ce qu'il y a une concrétisation de ce dernier, ma chère amie Naïma Nahailia? On a frappé à toutes les portes. Jusqu'à maintenant, on n'a rien obtenu. Est-ce que vous avez frappé aux bonnes portes? Normalement, oui. Oui, d'accord. Et votre discours, du moins, vos voix n'ont pas été entendues? Non, pas du tout. Ouais. Moi, mais comment vous l'imaginez, cette maison du conte? Moi, j'aimerais bien que ceux qui peut-être... Il y a des mécènes qui nous écoutent peut-être, qui seraient intéressés. Ça va être un sanctuaire. Ouais.
de spiritualité, de rêve, de la belle parole, de la poésie. Parce que quand on dit conte, comme on l'a dit au début, c'est de la poésie aussi, spiritualité aussi. Donc c'est une maison qui va être ouverte pour les conteurs, pour qu'ils viennent. Ils ont un endroit à eux. Et deuxièmement, pour ces gens, ces femmes et ces enfants que je rencontre tout le temps, qui me disent on aimerait apprendre. On aimerait apprendre à raconter. Et comme moi aussi, depuis très longtemps maintenant, depuis 2009, que j'ai mon atelier Mais pédagogique. bien avant ça, vous avez été bercé par des contes de vos grands-mères, de vos tantes, Oui. où l'imaginaire était... Moi, c'est mon grand-père qui me racontait. Ouais. C'est C'était rare, mon hein. grand-père, l'Aïrmo, qui me C'est rare, racontait. Très rare. Et mon entourage, mes grands-mères, j'en avais beaucoup de grands-mères, c'est vrai. J'en avais beaucoup. Hein. Des tantes. Donc, elles me racontaient, mais le protagoniste du conte me concernant, c'est mon grand-père. Il m'a beaucoup raconté. Qu'il est doux d'écouter des histoires, comme le disait l'un des pères fondateurs de la littérature algérienne, Mouloud Feraoun. Feraoun, Si Mohamed vous- Dib aussi. Exactement, mais bon, on Oui. parle plus de Mouloud Feraoun qui a parlé au petit Fouroulou que j'étais dans les années Fouroulou, oui. 70 à travers bien sûr le premier jour d'école. Oui. Si vous nous racontiez juste un conte assez court pour nos auditeurs, parce que il faudrait... Petite illustration. Voilà, exactement ça. Bon. Dites toujours. حاجيتك ما جيتك بالمسك والعنبر رشيتك في هاد الجلسة على دار قهيوة معطرة كل مكان نبداك بكان يا مكان في واحد المدينة بعيد على العيان كان عايش واحد السلطان وما سلطان في ملكه غير الله سبحانه وتعالى. السلطان هذا كان مولوع بالصيادة، يحب الصيادة من صغره، ومجنبه في الصيادة الوزير ديالو. في يوم من الأيام وهما يصيدوا السلطان طار صبعه، أبدا يبكي وينوح والدمومات تسايل. تقرب من الوزير ديالو قال له شوف اش جرالي. الوزير بكل حكمة وكلام الموزون المعسل المفهوم قال له خير يا سيدي. قال له واش من خير طال لي صبعي، ولو كان دوك نرميك في السجن واش تقول؟ قال له نقول فيها خير. وهكذا كان الحال. السلطان ارمى الوزير تاعو في السجن، وما بين ليله ونهار صبعه برا ورجع للصيادة. لكن هاد المرة أرجع وحده للصيادة وهو يصيد ما نعرفوش كيفاه. العود طكك وبدا يجري من غابة لغابة، من الواد للواد، من الغابة لغابة، من الواد للواد، حتى حط في واحد المكان نقول لكم كانوا عايشين فيه وكالين بنادم ماشي غوالة. لما حكموه وبالحبيلة ربطوه والعند مالكهم وصلوه على الأرض، نشروه وبداو يقلبوا فيه باش ياكلوه. صابوا ما عندوش صبع، وهما في عادتهم كي نشرى لازم يكون عنده ما يكون كامل باش ينتكل. تلقوه ورجع لبلادو فرحان، وراح للوزير ديالو قال له قلت لي كي تقطع صبعي قلت لي خير، وانا زعفت ورميتك في السجن، وانت وين كان الخير؟ قال له اذا ما قلتلكش داك الكلام لو كان اليوم كي رحت تصيد كنت تديني معاك، وكي يقلبوك ويصيبوا صبعك طاير ما ياكلوكش، وانا يقلبوني ويصيبوني كامل نجوز في مكانك وياكلوني، اما فيها خير. Qu'il est doux d'écouter des histoires. L'histoire nous rattrape, l'actualité nous rattrape sur Alger Chaîne 3, La Voix de Gaza, il est 15h30. Et retrouvons ici au Café de la Troie ce jeune artiste plasticien diplômé de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Il s'agit bien sûr de Mahalassi Sabal qui vient nous parler, nous présenter son deuxième ouvrage, Le Mensonge, paru aux éditions d'Aliman. Y a-t-il une forme de résonance entre Rigor, votre premier album, et puis celui-ci, Le Mensonge, qui nous entraîne vers la réflexion du moi, l'intelligence artificielle? Mahalassi Sabal. En fait, Rigor, à l'Espion Alger, c'était ma toute première bande dessinée qui est sortie en 2019. À la base, c'était un concours organisé par la FIBDA en collaboration de l'ambassade de Pologne.
j'ai participé et j'ai eu le premier prix. Donc le thème, c'est pas moi qui l'a choisi, c'est bien le concours. Tout ce qui est Et sombre, enquête, crime, voilà, c'est monde espionnage parallèle. et tout. Oui. Mais c'est une histoire vraie, c'est des événements historiques. Ça raconte l'histoire d'un officier polonais qui a utilisé le codename Rigor, Ouais. qui veut dire en français rigueur, et qui est venu à Alger en Deuxième Alors qu'on Guerre avait mondiale. on a l'impression que c'était un personnage de Marvel. de studio Imaginable, Marvel. alors qu'il a vraiment existé. Exactement, Voilà. tout à fait. Et il a créé une cellule de renseignement ici à Alger. Et c'est grâce à un peu ses efforts que la fameuse opération Torche en 1942 a eu lieu. Bien sûr, le débarquement des Alliés en nord africain, Alger. Donc cela vous a Oran. poussé à Voilà. réviser vos cours d'histoire. Exactement, oui. Ouais. La recherche. Exactement. Ensuite, Jusqu'au bout. quand j'allais écrire le mensonge, quand j'allais créer une nouvelle bande dessinée, je me suis dit, vu que ma première bande dessinée c'était dans le style polar, un peu espionnage détective, je voulais faire une sorte de transition. Du coup, comme j'ai fait avec le mensonge, ça commence en polar et ça se finit en science-fiction. Ouais. C'est ça. Donc ça va me permettre ensuite de m'expérimenter dans plusieurs genres, plusieurs Que types. deviennent réellement les amis de Mehdi Atlas? Est-ce qu'on découvre qui a tué son ami intime? Est-ce que le conte, ou du moins le meurtre, a déjà eu lieu ou jamais? Cela a été juste dans l'imaginaire, le cerveau de Mehdi Atlas. Eh bien, il faudrait lire Exactement, pour découvrir. Exactement, le mensonge, je le rappelle encore une fois, de Mahrez Sissabar. Et c'est Alger également. On ne sait pas réellement dans quelle ville on est dans votre ouvrage et dans ce En roman fait, graphique. bien Chacun sûr. peut s'approprier le Exactement, c'est des quartiers populaires, c'est Alger, c'est Constantine, Harrach, Annaba. c'est Annaba, Comme c'est ça peut être à partout. Marseille, dans le vieux Exactement. panier. Alors justement, à un moment donné, on se pose aussi la question, parce qu'il y a plusieurs chapitres dans votre ouvrage, dans votre roman graphique. Comment est-ce que si Atlas s'est retrouvé au Canada, comment est-ce qu'il est devenu psychologue, comment est-ce qu'il est devenu entre autres auteur de plusieurs ouvrages à succès? En fait, Là, vous ne nous racontez pas tout. Hein. en fait, on pourra découvrir ça dans le prochain Ah, volume, d'accord. Parce que je me suis qui dit, va mais, être un prequel. Oui, Voilà. mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? À un moment donné, je me suis posé la question, C'est comment ça. dois-je présenter Mahrez Sissabar et comment raconter l'histoire et comment susciter justement cette curiosité et pousser les jeunes ou les moins jeunes du moins à aller acheter l'ouvrage Le Mensonge? Eh ben, pour ne pas dire beaucoup, c'est une bande dessinée 100% algérienne et 200% suspense, avec un peu de sucre. Mais vous avez Voilà. beaucoup de sucre offert par l'animateur, pas Exactement, l'animateur du c'est café. des Hein. balada, c'est ça. Exactement. Assez particulier, assez inquiétant comme, Ouais, il est comme- un peu comme- anarchique. comme personnage. Ouais. Donc votre actualité, c'est Le Mensonge, mais c'est également une autre exposition, mon cher ami. Exactement, actuellement en préparation pour une exposition laquelle je vais exposer les planches originaux de Ouais. Le Mensonge. Et on a fait un travail de scénographie, d'installation aussi. Et je vais aussi exposer mes travaux de peinture. Du coup, l'expo va être composée de deux parties. La bande dessinée et aussi le côté plastique, tout ce qui est peinture, Une exposition en sculpture. vente, Mahrez Sissabar. Bien sûr, bien sûr. Donc Voilà. avoir une planche Original. originale de Exactement. Mehdi Atlas et de Voilà. tous ces personnages. Exactement. Les prix sont accessibles, ça se Bien passera sûr. où d'abord? C'est dans une galerie qui se situe à Alger, Ouais. Missonnier, derrière le cinéma Africa. C'est Cinéma l'immeuble l'Afrique. Cinéma Afrique, Ouais, voilà. ça me rappelle, juste en face, il y a la Sonalgaz. Exactement, Ouais, où les c'est factures le sont bâtiment. Où les factures sont de plus en plus importantes. Hein. Ouais, c'est le samedi le 11 novembre Ouais. à partir de 14h. D'accord, et ça va se poursuivre jusqu'à quand, Mahrez? Je pense ça va prendre 4 ou 5 jours. D'accord, Sinon, donc ils sont- il faut y aller. Dois-je également rappeler à nos auditeurs que vous avez participé à plusieurs manifestations en 2021, où vous êtes lancé dans le monde du cinéma. Vous avez réalisé le storyboard du film algérien La Dernière Reine, présenté au Festival de Venise en 2022. Et donc Le Mensonge, c'est votre deuxième album. Parlez-moi de cette expérience-là dans le monde du cinéma. Exactement, oui. Bon, Ça après, vous a nourri, ça vous a tenté de beaucoup scruter comme d'expérience. Omar Meziani, notre invité central, scruter de nouveaux horizons, toucher à d'autres, de vivre de nouvelles expériences.
En fait, moi aussi j'ai eu d'expérience avec Omar Meziani. Parce que D'ailleurs, vous croyez ma franchement. première exposition, c'était lui le commissaire d'expo. Ouais. Emergence, c'était en 2019, je me souviens. Voilà. Approchez-vous, Omar Meziani. Au Bastion 23. Là. Au Bastion 23, voilà. Belle Ouais, expérience. face à la mer. Exactement, c'était ma toute première exposition, mais c'était collectif. J'ai senti en vous Ouais. une âme de corsaire. Je ne sais pas pour quelle raison, mais. La dernière reine. Exactement. Du coup, j'étais contacté par Damien Honouri pour réaliser le storyboard de tout le film. En fait, Ouais. j'ai storyboardé tout le film. Après qu'on a fait le découpage ensemble à table, j'ai pu voir. En fait, j'étais en période de pré-production. Et c'est là où ils vont choisir le casting, ils vont faire les repérages, les maquettes. Et vu que... Où sont les planches de ces storyboards là? Et- Est-ce que vous allez les exposer à partir de samedi ou ils non. appartiennent À la réalisation. l'équipe, exactement, à l'équipe Ouais. du film? Exactement. Mais peut-être ils préviennent aussi une exposition. Entre- Parce que le côté artistique du film La Dernière Reine était très riche. Ouais, C'était une tout à fait. très belle C'est un film équipe. à voir, un film à voir. Très belle équipe. Impérativement. Exactement. Très Ouais. beau film, très belle équipe. Presque Et 99% puis algérienne. Adil Abendimeret, quel talent, quel Ouais. talent. Ouais. Moi je l'ai connue il y a de cela une quinzaine d'années lorsqu'elle faisait donc justement, elle offrait du théâtre au grand public gratuitement Elle sur fait aussi de la l'esplanade, chorégraphie. exactement, sur l'esplanade de l'Aïd El Feth. Là nous sommes au tout début des années 2000, hein. Mais elle a continué aujourd'hui, elle excelle dans, que ce soit dans le théâtre mais également dans le cinéma. Justement, on va revenir sur le film La Dernière Reine, entre le storyboard et le film lorsque vous l'avez eu au cinéma. Ouais. Euh, C'était une expérience très unique, c'est comment dire. vous avez retrouvé un peu votre c'est un travail. autre, c'est un autre niveau de visualisation. Ouais. Maintenant, ma démarche, quand je veux réaliser un truc, d'abord j'écris, ensuite peut-être je fais un découpage. Ça, c'est ce que je fais en BD. Je fais un découpage, je fais le storyboard. Ensuite, je vois l'image réalisée. C'est toujours pas comme je l'ai imaginé, mais des fois, ça surpasse mon imagination. Du coup, ça fait toujours C'est comme votre plaisir. personnage aux dernières pages Exactement. de votre livre Le Mensonge, quand le personnage central, j'allais pratiquement dire Mahdi Atlas, est-ce qu'il a réellement existé ou pas, eh bien il dit toi tu t'es fait la même chose, comment je peux te faire confiance? Je t'ai sauvé comme plusieurs d'autres patients, mais tu es le seul qui a survécu. Exactement. Ouais, ça c'est... Parce que Mahdi, c'est comme l'archétype de Chosen One en Matrix. C'est comme le Mahdi, c'est lui le guidé, c'est lui qui va sauver l'humanité. Du coup, c'est Amin, l'autre personnage qui porte des lunettes, qui est informaticien, qui va lui dire que voilà, Mais l'histoire c'est à reste- toi de décider. Oui, mais l'histoire reste en suspens là. Bon, franchement, Bien sûr. vous nous avez laissé encore des questions qui, du moins ceux qui ont eu votre ouvrage entre les mains. À un moment donné, le personnage central se pose la question. Hein. Bon, on va pas Et tout en même raconter. temps, c'est aussi, je voulais créer ce contact avec le lecteur. À un moment, le lecteur, Il y a une c'est forme de lui- connexion. C'est ça, c'est lui, Créer la connexion. Hein. c'est lui Mehdi. Vers la fin, je brise le quatrième mur et comme Azdin Boulada, il présente une animation, il parle au public. C'est la même chose, on parle au lecteur. Et la bande dessinée, elle nous donne cette chance. Elle a ce pouvoir. Exactement. Elle a ce pouvoir. De C'est- communiquer avec des images directement avec le téléspectateur, le lecteur. Et c'est ça s'appelle le Parce que c'est très mensonge. visuel. On a franchement eu un coup de cœur de David Azakad et moi, et nous voulions vous donner de la C'est visibilité choquant. et dialoguer avec vous. Et justement, c'est une délectation de bande dessinée. C'est un roman qui raconte l'humain, tout simplement. C'est Et ça, puis ouais. cette question sur l'avenir, cet avenir assez, entre parenthèses, assez inquiétant, à savoir l'intelligence artificielle, la machine. C'est ça, ouais. Voilà, Le Mensonge, Mahed Sabar, aux éditions Daliman. Il y a une suite, j'imagine. Vous nous disiez. Ouais, l'année prochaine. L'année prochaine. Ok. Ouais. Si on est là, on vous fera un plaisir de vous J'espère. recevoir, Mahrez Inch'Allah, Sabar. merci. Alors, Merci où est Omar Meziani en matière d'exposition en ce moment? Vous qui avez consacré énormément de temps aux artistes, aux créateurs, aux agitateurs, j'allais pratiquement dire aux libertaires.
En ce qui concerne le livre, donc il y a un ouvrage que je prépare avec Naïma Mhalia Oui. qui traite sur c'est l'héritage donc familial des Bourqalettes donc de Naïma, donc des Bourqalettes authentiques. D'abord, je C'est voulais. pour ça que je vous disais au départ, était le verbe. Hein. Ouais. La poésie est un socle, ou du moins c'est le squelette de votre maison d'édition Hélium. Oui, C'est oui. l'ossature même. C'est l'ossature. Moi-même, à mes moments perdus, je suis poète. Mais vous avez pris beaucoup de distance avec la poésie, Armand Meziani, Euh, après l'appel aux éditions oui, La ouais. Fomique. C'était encore dans les années 80. Là, Exactement. il y a Et quelle tout- maison d'édition, d'une Ouais. intelligence, Ah oui, là, d'un Ahmed- professionnalisme. Ahmed Bounab, il a Ouais. fait. L'une des c'est- premières c'est- maisons d'édition et en plus, privées. oui, il était engagé, donc Exactement. c'est une maison d'édition engagée, donc c'est ce qui m'appelait chez Ahmed. On voulait à un certain moment reprendre La Fomique et Hélium. Franchement, vous auriez Ouais, dû. ouais. Hein. Mais Marier les deux maisons il d'édition. Ahmed voulait le faire, mais moi j'étais pris dans d'autres donc, démarches, c'est pour ça que Dans le tourbillon des actualités. je n'ai pas pu accéder à sa demande. Sinon, à part la traduction donc, des Bourqalettes donc de l'arabe en français, il y a un travail que m'a fait Badawi Mohamed sur le Diwan Sha'bi, un choix judicieux de Qsaïd. Vous êtes fidèle à vos auteurs, Omar Meziani. Très fidèle à vos Oui, auteurs. je partage pleinement leur. C'est avant tout une aventure humaine. C'est tout le temps dans mon livre, tout livre édité, c'est une aventure humaine. Alors surtout que les auteurs sont de véritables personnages, Oui, singuliers, particuliers, différents. Il faut avoir ce genre de démarche pour présenter quelque chose, Oui. non pas de nouveau, mais d'exceptionnel, entre parenthèses. Mhm. Sinon, mes anciens amours qui sont les arts plastiques, je compte les reprendre très bientôt. Et ça sera un peu une continuité de mon itinéraire des rives. Donc, Alors ceux qui veulent approcher, connaître, dialoguer avec Omar Meziani, vous me renvoyez, vous savez quand je vous parle depuis pratiquement 2 heures ici au Café de la Troie, parce que c'est une émission qui vous est entièrement consacrée. Merci. On a un jour posé la question à un grand auteur américain du siècle passé. Ils lui ont posé la question à savoir qui il était. Tout simplement, il leur a dit, si vous voulez me connaître, je suis dans mes livres. Et si on veut réellement vous connaître, vous êtes entre autres dans votre maison d'édition parce qu'il y a une ligne ouais. éditoriale Ouais, qui se ouais. trouve être tout simplement la verticalité, avec tous vos auteurs, ces grands curieux qui suscitent en nous cette curiosité de lire, parce que la sérénité n'a aucun semblant de sens aujourd'hui, Omar Meziani. Oui, pour Du moins en matière d'histoire, de réflexion et d'édition. il faut apporter des questions, donc chaque fois questionner, donc apporter dans une démarche littéraire et esthétique, apporter des questions. Mais on est dans la question, comme le disait Ouais. Henri Alleg dans son ouvrage. La question est également là en suspens à travers l'ouvrage de Mahadassi Sabar. Et inviter aussi les gens qui ont des choses à dire, donc à faire promouvoir ou à faire valoriser et à faire combiner avec, parce que ma démarche éditoriale, c'est de faire imbriquer un artiste plasticien avec un auteur qui soit un essayiste, qui soit peintre, qui soit plutôt poète. Mais ou- comment faire alors que les espaces culturels se réduisent comme peau de chagrin? J'essaie Comment faire de temps en temps de provoquer des événements. À présent, je travaille un peu avec le musée, donc la nouvelle direction du musée MAMA, sur des ateliers en vidéo art. Donc, la première fois, je l'ai fait avec l'école. Quelles sont les actualités du MAMA aujourd'hui, du musée d'art moderne et contemporain? Il a fermé pendant 2 ans, bien sûr, je le rappelle encore C'est une fois, à ça, travers il restera toujours fermé. cette donc, folie ouais, du coronavirus, pardon. Et aujourd'hui, Et il y a un problème de structure du bâti, donc ils ne peuvent pas réouvrir, mais ils peuvent faire des choses en offshore. Donc, ouais. j'ai proposé quelques ateliers, peut-être une exposition, si tout va bien, donc un hommage à Hakkar, donc une grande L'Akhdar expo- Hakkar. l'Akhdar Hakkar. Et je voulais aussi. Il a marqué les années 60 et 70 Oui. également. et Pour si- celles qui ne le connaîtraient Ouais, peut-être ouais. pas. Ouais, Il ouais, est d'un il faut- talent il extraordinaire. faut le remettre Exactement. sur la scène. Donc, là, je travaille avec le musée, donc avec la direction du musée du MAMA. Peut-être j'ai bien envie de travailler sur
un hommage à Kamal Yahyaoui, qui est une personnalité tellement grande. Qui nous a quittés il y a quelques mois seulement. Malheureusement, oui. Une âme torturée. Ah oui, une âme torturée. Un poète. Mais qui, Kamal Yahyaoui, c'est le neveu, je pense, d'un des pères fondateurs de la littérature, de la peinture, à savoir Mohamed Essiran. Pourquoi je parlais de littérature? Parce que c'était le frère jumeau de Kateb Yassine. Je parle bien sûr de Mohamed Essiran. Et c'est un grand littéraire, tout à fait. Kamal. On lui a rendu hommage ici au Café de la Troie il y a 3 semaines. Sa poésie est immense, ses mots sont très percutants, il est dans la douleur, comme tu dis. C'est un exilé dans l'âme. Ouais. Il était dans l'exil intérieur, l'exil géographique. Il le racontait même à travers ces personnages qui n'ont pas de visage. On les imagine. Mais sont d'une grande esthétique. Tout à fait. Son travail très équilibré et très... Donc, il est dans cette expression, donc on ne peut pas dire l'expressionnisme, donc le mouvement expressionniste, mais il est dans cette expression. Donc, aussi bien, il est en symbiose, sa littérature et son œuvre sont vraiment en symbiose. Donc vous allez éditer ces poésies, mais également avant le décès de Kamel, on voulait faire quelque chose, donc éditer ses poèmes. Sa dernière exposition a eu lieu à l'Arc, à l'Agence du rayonnement culturel, il y a quelques années déjà, accompagné de textes de poésie d'une profondeur et d'une douleur terrible également. Et je voulais refaire cette expérience, mais en éditant un livre, donc, là où ses peintures parlent avec ses personnages, sa poésie. Donc, et peut-être j'aurai cette chance, si les ayants droit me le permettent, de faire cette édition. Et surtout l'offrir à la jeune génération, dire qui était Kamel. Il faut faire connaître Kamel. C'est un immense très belle âme. Il nous a quittés un peu trop jeune, je trouve. Trop tôt. Ça, c'est vrai. Hein. On reste toujours dans la réflexion du projet en ce qui vous concerne, Malek Amichi, parce que je l'ai dit au sommaire de l'émission, investi dans la société civile, et vous êtes porteur de ce projet socio-culturel dans votre village en Kabylie. Oui. Tout à l'heure, on parlait de la maison du conte. Et aujourd'hui, est-ce que votre voix a été entendue? Est-ce que on va aller au-delà du projet pour parler de concrétisation et de discussion et de dialogue avec la jeune génération? Bien sûr. En fait, le projet il est déjà en route, je ne le cache pas. Bien sûr, vous êtes arrivé à avoir les moyens. Les moyens, il va falloir les chercher. Et les arracher aussi. Oui, les arracher des fois. Mais enfin, heureusement on a le privilège d'avoir quelques donateurs déjà qui sont prêts à s'investir avec nous. Oui, des mécènes déjà de la région, mais aussi nous-mêmes. Moi-même, je me considère comme quelqu'un d'investi, c'est-à-dire sans être rémunéré ni quoi que ce soit. On s'en fiche, c'est pas ça le problème. Mais une fois qu'on met les choses en train, c'est bon. Voilà, ça peut marcher. On a eu une bonne écoute du côté du ministère de l'Agriculture. Alors pourquoi le ministère de l'Agriculture? Parce qu'on a aussi un projet... Je pose tellement la question. Attendez, oui, justement. Parce que le projet, en fait, il est global. Il n'est pas que, disons, atelier art plastique ou bien architecture, mais il y a aussi le projet de mettre en place une ferme didactique. Oui. Une ferme pédagogique dans laquelle les gens de la région pourraient réapprendre en fait les nouvelles techniques d'agriculture vivrière. Alors aujourd'hui, oui. Ouais. Non, je suis étonné. Non, c'est pas ça. Mais enfin, en tout cas, déjà, on a au sein même de notre petite communauté déjà des agronomes qui sont prêts à s'investir. Ça demande évidemment un peu de moyens. Donc on va dire l'appui du ministère de l'Agriculture, le département de alors comment je vais le nommer, il faut que je sois précis en fait, le département de l'agriculture saharienne et des montagnes. Donc je savais pas que ça existait, mais enfin aujourd'hui il y a quelque chose là-dessus. Donc le projet. Malek Amichi, un montagnard moderne. Oui, montagnard, oui, j'aurais bien aimé. Mais vous le revendiquez, votre statut de montagnard. Oui, écoutez, vous rendez hommage également à ces populations qui vous ont porté lointaines en Kabylie. C'est une forme de remerciement à travers tout ce qu'ils ont eu. Absolument. En fait, dans une discussion toute récente, on dit toujours qu'on a fait la révolution, mais en fait, on a gardé la même administration, celle de Napoléon III. Vous voyez un petit peu, vous imaginez. On vit toujours, c'est-à-dire à travers le monde en fait. Mais pourquoi ne pas se fier justement à cette administration, cette organisation ancestrale qui est l'Assemblée.
l'assemblée, le découpage familial. On peut le moderniser évidemment avec. Là, on est dans autre chose. Hein. Oui, bien En sûr. bifurque, enfin, Oui, quand même. Mais la réalité nous rattrape, vous voyez. Un petit Toujours. peu, à chaque Et fois. l'histoire s'écrit toujours avec une grande H, malheureusement. Ouais. Vous savez, on a eu du plaisir à recevoir une grande conteuse qui a fait un travail de collectage extraordinaire. Elle vit à l'étranger et à chaque fois elle revient. Tousnina, c'est du côté de Tiaret. Hein. Elle est dans ce travail de collectage. Elle entend Nora. justement Nora Seval. Nora Seval. Exactement. Et elle nous a offert je ne sais combien d'ouvrages. Vous savez, les paroles s'envolent, Naïma Nahilia, parce que vous pensez franchement, réellement éditer tous ces contes-là que vous racontez aux grands enfants que nous sommes. Oui. Ça va être ma dernière question, parce que la réalisatrice me dit que c'est déjà la fermeture des portes du Café de la Troie. Là, c'est un projet avec M. Omar Mziani Oui. et son édition. Oui, on est en train de préparer, de collecter plein de contes de chez nous. Je dis bien, de notre patrimoine, pour une prochaine édition, Inch'Allah Ya Rabbi. Ah bah, en tout cas, un grand merci d'avoir participé à cette émission parce qu'elle est la vôtre. Hein. C'est le porte-voix de toute la génération, de tous ceux du moins qui font l'actualité. Un grand merci à Roman Meziani. Merci à toi. Et puis à très bientôt, j'espère. Inch'Allah. Merci également à vous, Malek Amichi. Plaisir partagé. Eh bien, nous allons faire le point, vous et moi, dans quelques mois pour ce projet justement que vous portez et qui vous est cher. Il nous a pas menti d'après ce qu'il a dit, mais allez savoir. En tout cas, vous le retrouverez certainement dans son ouvrage. Il s'agit de Mahlaz Sissabar. Un grand merci d'avoir été des nôtres. Votre exposition aura lieu donc à partir de samedi. C'est juste en face du cinéma l'Afrique à Alger Centre. Et puis à partir de 14h. Eh bien, très bien, ça va durer pendant une semaine. Puis un grand merci à Naïma Nahailia, je le rappelle, artiste en art vivant, conteuse et porteuse également de ce projet La Maison du Conte. Qu'il est doux d'écouter des histoires, mais là, pour l'histoire, nous allons vous en raconter d'autres. Mais la semaine prochaine, à pile 14h, même heure, même punition, avec Karim Amiti au micro et Jawid Azekad à la réalisation. Portez-vous bien dans quelques instants, c'est le rendez-vous de l'information.